Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Warner Bros. Discovery a publié ses résultats financiers. En tout cas, les premiers résultats depuis la fusion avec Warner Bros. Donc, Warner Bros. Qui est issu du spin-off avec AT&T. D'accord? Donc, ici, les premiers résultats financiers qui ont été publiés et on a fait un moins 16% en une journée. Waouh! Généralement, c'est-à-dire que les marchés n'ont pas apprécié ces résultats-là. Alors, moi, en tant qu'investisseur, parce que j'ai un intérêt sur cette compagnie-ci, comment est-ce que je me situe par rapport à ces résultats-là? Est-ce que ça veut dire que, vu qu'on est moins 16%, est-ce que ça veut dire que l'entreprise est vouée à l'échec ou bien mon investissement sera voué à l'échec? Donc, on va essayer ici d'analyser les résultats financiers en question. J'ai écouté le conference call, j'ai lu les rapports financiers. Il faut que je regarde également le transcript parce que j'aime bien écouter et lire parce que ça permet de garder tout en mémoire plus rapidement. Alors, et surtout souligner les parties qui sont importantes pour moi. Donc, j'ai pu s'écouter actuellement, mais je n'ai pas encore eu le temps de lire. Je sais exactement ce que je dois lire avec les transcripts. Parce que les transcripts, en fait, quand, quand le management publie les résultats financiers, il y a le conference call. Donc, c'est vraiment un truc enregistré. Donc, quand il présente ces résultats-là, il y a une partie où il présente les résultats et il y a une partie où il y a des questions des analystes, d'accord? Les analystes sont souvent de bonnes questions, donc ça me permet de voir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Parfois aussi, ces questions-là ne sont pas importantes et la plupart du temps, quand ils posent certaines questions, c'est surtout pour le court terme ou le moyen terme. Mais il y a de bonnes questions qui ont été posées. J'ai bien aimé la réponse du management, tout en sachant que le but premier du management, c'est avant tout vendre l'entreprise sous son meilleur jour. Bon, sur le cas de cette compagnie-ci, j'ai une assez bonne confiance au management en question, d'accord, parce qu'il a un historique qui parle pour lui et il fait partie il travaille avec une personne que j'aime bien, qui est, je pense, c'est John Malone, d'accord. Donc ici, John Malone. Alors ici, voilà. John C. Malone, c'est quelqu'un de très, très, très respecté dans le domaine des investissements aux États-Unis. Il a surtout fait fortune dans le domaine des médias. Et donc, quand il prend une compagnie, quand il investit dans une compagnie, surtout dans le secteur médiatique, il sait ce qu'il fait, d'accord? Alors, c'est pas qu'il il n'a jamais eu d'échec, mais sur le plan médiatique, il est très, très, il a une certaine vision par rapport à nous. Donc ici, vous pouvez voir ces entreprises. On a Liberty Media, Liberty Global, Discovery Holding. Donc, il y a énormément d'entreprises ici. Donc, vous allez voir, par exemple, que la Formule 1 appartient à une de ces entités, d'accord? Donc, quand on vient investir, quand il investit dans une compagnie, le management est très important pour lui, d'accord? Donc vous allez voir que le PDG de Warner Bros présentement, Zaslav, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc est-ce que c'est David? Donc je mets juste David Zaslav. Donc pour moi, le management est important quand j'investis dans une compagnie. Aussi déterminant même que la qualité d'une entreprise. Les deux doivent aller dans le même sens. Donc, quand on parle de Discovery présentement, il faut aller dans une chose. Le secteur média aux États-Unis est présentement en plein changement. D'accord? Toutes les compagnies qui sont dans le secteur média, que ce soit Disney, d'accord? Donc, vous voyez la courbe ici. Que ce soit Viacom CBS qui s'appelle maintenant Paramount. Donc, Paramount également sur lequel j'ai un biais positif, d'accord? Que ce soit Paramount, que ce soit également la compagnie AMCX, donc AMC, qui est également ici, sur lequel j'ai également un biais positif. Il y a un changement. Également Netflix également aussi. Il y a un changement. Il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds. Et c'est pour ça que je dis toujours que si vous vous limitez aux chiffres, vous avez 50% du message. Nous avons ici une industrie qui est en plein changement. Le changement vient de quoi? Premièrement, comment est-ce que les habitudes de consommation ont changé? Avant, on consommait les médias comme les films, les séries, etc. On les regardait à la télévision et pour avoir accès à ces chaînes-là, on devait avoir un abonnement par câble. D'accord? Donc, l'abonnement par câble ici est en train de perdre du terrain. D'accord, par rapport au streaming. Donc, les gens préfèrent de plus en plus le streaming à l'abonnement par câble, tout simplement parce qu'Internet est de plus en plus rapide et ça vous permet de pouvoir avoir accès à vos chaînes télé, quand bien même sans passer par le câble. D'accord? Donc, quand on arrive dans cette situation-là, avant, quand on passait par le câble, on gagnait de l'argent non seulement avec les frais d'affiliation, mais également avec la pub. OK? Or, si les gens commencent à se désabonner de la télévision linéaire, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Les revenus issus de l'affiliation ainsi que de la pub vont diminuer.
OK? Et si ces revenus-là diminuent, parce que les gens ont tendance à penser que ça va disparaître complètement. Moi, je ne pense pas que la télévision par câble va disparaître. Il y aura toujours des gens qui en auront. D'accord? Peut-être pas au même niveau que présentement, mais il y en aura toujours. C'est un peu comme avec la musique. Vous avez vu la musique aujourd'hui, comme je parlais, quand je parle du secteur média, par exemple, prenez l'exemple de la musique. Les CD sont arrivés, ils ont remplacé les 33, enfin, les cassettes, etc. Mais aujourd'hui, on parle plus de streaming. Mais est-ce que vous savez qu'on vend plus de 33 tours aujourd'hui, donc des disques? On vend plus de disques aujourd'hui que de CD. Et ça coûte même plus cher. D'accord? Par exemple, quand vous allez sur le site comme Discog, qui est un site que j'aime bien. Moi, j'aime bien les 33 tours enfin, on les appelle les 33 tours, c'est des disques, hein, c'est des vinyles. On va le dire comme ça. Ce sont des vinyles, en fait. Donc, ces vinyles-là se vendent très, très cher. Par exemple, il y a un artiste que j'aime bien ici. Je cherche un album particulier. Je sais que pour l'avoir, par exemple, je devrais aller regarder est-ce que quelqu'un l'a. Donc, c'est Fela Kuti. Donc, ici, par exemple, si je veux acheter cet album-ci et que je veux, par exemple, le vinyle, vous allez voir que les prix ne sont pas au même niveau que les CD. D'accord? Donc, chaque artiste qui sort un CD aujourd'hui, un album aujourd'hui, ou bien va généralement le sortir également en vinyle. Et vous allez voir que le prix est généralement très, très élevé. Donc, ce n'est pas parce que la technologie est dépassée, entre parenthèses, qu'elle va disparaître. Non, pas du tout. Au contraire, elle revient même à la mode. Donc, pour revenir au secteur média ici, alors, vous allez voir que on appelle ça le cord cutting. Donc, c'est-à-dire ceux qui se désabonnent. Donc, le niveau de désabonnement va augmenter. Maintenant, est-ce que la télévision par câble va disparaître? Je pense que non. C'est la raison pour laquelle les compagnies de médias maintenant, pour pouvoir exister, pour pouvoir vendre leurs produits, sont obligées de passer par l'alternative qui est le streaming aujourd'hui. Or, le streaming avant, tout ce qu'on faisait, c'était on licenciait le contenu à des compagnies comme Netflix, par exemple. Donc, ce qui a permis à Netflix d'exploser littéralement parce qu'il avait assez de contenu, il licenciait ce contenu-là. Or, Netflix aujourd'hui devient plutôt un concurrent. Or, Netflix, non seulement il est un concurrent, et il a également la plateforme de distribution. C'est-à-dire que moi, je licencie mon contenu à Netflix, mais Netflix vient également me concurrencer sur ce contenu-là parce qu'il produit son propre contenu. Ce qui est dangereux pour moi parce qu'à la longue, Netflix n'aura plus besoin de moi. Donc, pour me protéger par rapport à ça, le seul avantage qui me reste, c'est encore mon contenu. La taille, la qualité de mon contenu, c'est mon avantage compétitif. Maintenant, pour le monétiser, je dois absolument avoir mon propre service de streaming. Parce que non seulement on a la télévision linéaire, on sait que la diminution est là, mais ça ne va pas disparaître. On peut également licencier le contenu à certaines plateformes comme Hulu, comme Apple, comme Amazon, mais en sachant que eux également veulent nous faire concurrence. Donc, à la fin de la journée, nous aussi, on doit créer notre propre service de streaming afin de pouvoir toujours continuer à mettre en valeur nos contenus. Et en plus, on aura besoin de personnes parce qu'on a déjà un énorme contenu. Ils ont au moins 120 000 heures de contenu. C'est-à-dire que si vous devez écouter chacun de ces contenus-là, donc à raison pendant 24 heures, d'accord, il va vous falloir à peu près 12 ans pour terminer ce contenu-là. Il y a à peu près 12 ans. Par exemple, sur Netflix, c'est pas la même chose. Netflix, vous pouvez le terminer même en une année ou 2 années par là. D'accord? Donc, vous voyez la taille du contenu. Et ils ont des franchises également, dans le sens où, par exemple, vous avez des franchises comme DC Comics. Dans DC Comics, vous avez Superman, Batman, etc. Donc, quand un nouveau PDG arrive, quand il y a une fusion, ce qui va se passer, c'est il y a des doublons. Quand on fait l'acquisition d'une entreprise qui fait à peu près la même chose que nous, on n'aura pas besoin de 2 directeurs marketing. D'accord? On n'aura pas besoin de la même taille en termes de département. Dans le département, par exemple, du marketing, on n'aura pas besoin du même nombre de personnes. On va le réduire. Donc, si on réduit, ça nous permet de faire des économies. Et cette entreprise aussi veut faire des économies d'au moins 3 milliards de dollars, d'accord, d'ici 2024 à 2025. Et les économies n'ont même pas encore commencé. D'accord? Donc, les premiers résultats financiers ici sont, voilà, je dirais, pour moi, ils ne sont ni mauvais ni bons. D'accord? Là, ça reste de l'information. Je commence à avoir plus d'informations. Maintenant, je vois la feuille de route du management. Où est-ce qu'on s'en va? Les éléments positifs que j'ai eu ici, c'est surtout le management. Il y a un film il y a le film Batgirl. C'est un film qui était déjà prêt. Il a coûté près de 90 millions. Et quand ils sont arrivés, ils ont décidé de ne pas le sortir du tout, d'annuler complètement le film. Tout simplement parce que
ils ne veulent pas ils ne veulent pas sortir des films à la volée. D'accord, juste pour augmenter les revenus ou bien pour dire que non, on a assez de, voilà le nombre de contenus qu'on a sorti cette année. Non, ce qu'ils veulent faire, c'est surtout sortir la qualité. Et dans cette qualité-là, avoir des spin-offs. Par exemple, si on sort la franchise Superman, d'accord, et que dans la franchise Superman a un enfant, on fera maintenant par exemple une série sur l'enfant de Superman. On fera peut-être une série sur les parents de Superman. On fera peut-être une série sur l'oncle de Superman qui était habitué à boire beaucoup d'alcool et qui a changé de vie. Vous voyez, ce genre de choses-là, c'est des spin-offs. D'accord. Donc, dans une série, on peut faire plusieurs séries. Par exemple, pour ceux qui suivent, par exemple, la série, comment on appelle ça Empire. C'est pas Empire. Celle de... La série de 50 Cent. J'oublie littéralement le Power. Voilà. Quand vous regardez Power, justement, vous allez vous rendre compte que Power, il y a énormément de spin-off de Power. Vous avez Power, la première, la série d'origine. Après, vous avez l'histoire sur Ghost, qui est mort, qui était l'acteur principal dans la série d'origine Power. Après, vous avez l'histoire sur son associé, j'oublie son nom. Et après ça, vous avez l'histoire sur 50 Cent lui-même qui faisait partie de la série. Après, vous avez l'histoire sur l'enfant de Ghost. Donc, après la mort de Ghost, donc, ça devient... c'est ce qu'on appelle des spin-offs à la fin de la journée. Et ils appellent ça, par exemple, Power Book 1, Book 2, Book 3. Donc, dans la même série, on a la série principale, 1, 2, 3. Donc, la même série, il y a 3 séries différentes maintenant qui existent. D'accord? On a l'enfant ici, donc le fils. On a la série après la mort, donc on a la série de l'associé. Et après, on a la série sur 50 Cent avant dans sa jeunesse. Donc, on a une succession de séries parce que la première série était déjà bonne et ça permet de garder je dirais les fans de la série principale. Ça permet de les garder captifs. C'est un peu comme Walking Dead. D'accord? C'est ce qui marche présentement. OK? Par exemple, vous allez voir avec Marvel. Marvel, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quand Disney a acheté Marvel, on leur a dit que vous avez payé trop cher. Mais juste, les films qu'ils ont sortis avant, c'était au moins 3 fois la somme qu'ils ont payé pour Marvel. Ça rapportait 3 fois plus d'argent. Donc, c'était une bonne acquisition. Donc maintenant, je pense que ici, si on sort la qualité devrait être le mot d'ordre. D'accord? On ne va pas sortir des séries à la masse, mais surtout des séries qui peuvent faire revenir le monde pendant très longtemps. OK? Donc, quand je regarde les rapports financiers ici, sachant que les risques sont là, OK? On a le cord cutting, on a la compétition, par exemple, des services de streaming. On n'a pas le choix, nous-mêmes, d'avoir des services de streaming, d'accord? Mais également, est-ce que ça veut dire qu'on va se faire distancer? Non, pas du tout, parce qu'on a la taille du contenu est là, et ça n'a pas de prix. Pour l'avoir, il faut mettre énormément d'argent. Or, pour bâtir un service de streaming, c'est sûr que ça coûte de l'argent, mais est-ce que vous avez déjà cet argent-là? Oui. Warner Bros a énormément d'argent. Ils vont investir massivement pour l'infrastructure même de ce service de streaming-là. Et il est déjà en place. Je pense qu'il va s'appeler Discovery+. Quand ils sont arrivés ici, il y avait CNN+, qui était le service de streaming pour CNN. Ils ont décidé de complètement couper CNN+, d'accord, et intégrer tout à la plateforme Discovery+. Enfin, la plateforme, je ne sais pas si ça va garder le nom Discovery+, d'accord, mais pour le moment, ils vont fusionner HBO et Discovery Plus afin de pouvoir avoir une seule plateforme de streaming. Donc sur cette plateforme de streaming, vous pourrez avoir par exemple accès aux nouvelles, pour avoir accès par exemple au sport en direct ou des choses comme ça, parce qu'ils détiennent également Eurosport, des choses comme ça. Donc la transformation est là. Et quand il y a transformation, le marché a une vision à court terme. Donc lui ne veut pas réfléchir beaucoup. Vous allez perdre de l'argent l'année prochaine ou bien cette année-ci, on vous vend. Point barre. Voilà à quoi ressemblent les résultats financiers de Discovery en 2022. On s'attend à gagner de l'argent, mais très peu. Okay? Au niveau des free cash flow ici, parce que c'est ça qui m'intéresse, on s'attend à avoir des free cash flow positifs. Regardez, ça c'est en 2024. On s'attend à avoir des free cash flow aux alentours de $10 par action. Mais en cette année-ci, on s'attend à avoir des free cash flow positifs par rapport à l'année précédente. Mais si vous regardez les bénéfices nets, vous voyez que les bénéfices nets auront tendance à être en dents de scie, alors que ce sont les free cash flow qui comptent ici. OK? Mais on va investir massivement dans l'infrastructure, dans les séries de qualité. Et le management a dit ceci. Nous, on ne considère pas qu'un film, un bon film doit coûter cher. D'accord? Donc,
chez eux, ça ne sera pas la politique d'avoir dépensé énormément pour faire un seul film. Donc les films à 1 milliard, 300 millions, etc. Non. Ils ont un budget arrêté pour un film et je pense qu'avec cette somme-là, on peut faire des films. D'accord? On peut faire de très bons films avec très peu d'argent. D'accord? Le plus important, c'est d'abord l'histoire qu'il y a derrière, la qualité de cette histoire-là. C'est grâce à ça qu'on fait, c'est grâce à l'histoire qu'on peut avoir de bons films. Parce que si l'histoire est merdique, même si vous mettez des effets spéciaux, bah, vous avez des films voilà, qui ressemblent à l'histoire. D'accord? Donc, Discovery, c'est ça. Et ça, c'est dans les rapports financiers. Ça, c'est en lisant, en vous informant sur le secteur d'activité. Parce que si vous restez juste au niveau des chiffres, vous allez vous limiter à ce moins 16% et vous allez vous dire, ah, je devrais vendre mon action. Non, pas du tout. Lisez vos rapports financiers. Il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Et je n'encourage personne à acheter cette compagnie. S'il vous plaît, ne le faites pas. D'accord? Parce que ce que je fais ici, c'est un peu comme mon propre journal, d'accord? Ce sont mes idées le raisonnement que j'ai en date d'aujourd'hui peut complètement changer par rapport à une autre période, d'accord? Donc, faites attention, suivez vos propres instincts, d'accord? Faites vos propres analyses, ok? Si quelqu'un ici se dit que, ok, moi je pense pas que cette compagnie a de l'avenir, passe à autre chose. D'accord? Investis dans ce que tu peux comprendre. D'accord? C'est comme moi, je n'aime pas les compagnies bancaires parce que j'ai toujours l'impression de ne pas avoir une information. Je n'aime pas les compagnies biotechnologiques ou bien pharmaceutiques parce qu'il me manque toujours une information. Je passe à autre chose. Par exemple, si je veux analyser une compagnie comme Wendel, je sais pertinemment que Wendel est compliqué à analyser parce que je dois faire la somme des parties. Je ne peux pas l'analyser comme je fais souvent avec n'importe quelle compagnie ici. Donc, vu que je n'ai pas envie de perdre du temps dessus, je passe à autre chose. Et je sais pertinemment que ce n'est pas le price to earning ratio que je dois regarder ici. C'est un peu comme la compagnie Allianz. Allianz ici présente des résultats financiers avec un price to earning très bas. Je sais pertinemment que Allianz, il faut faire très attention. C'est une compagnie qui ne doit pas être regardée du point de vue du PER, par exemple. Par exemple, s'il y a même un PER, c'est un PER de 10 maximum. C'est le book value qui est important ici, le return on equity qui est important pour moi ici. D'accord? Donc, dépendamment de l'entreprise, je sais comment réagir. Et parfois, il y a des entreprises que je ne peux juste pas analyser. Mais dans le cas de Warner Bros., je sais également que, oui, je peux analyser cette compagnie sur le plan quantitatif, mais le quantitatif ne fait pas tout. Je dois lire les rapports financiers. Parce que présentement, on a une situation qui pourrait mettre du temps. Et je suis prêt à payer le capital que j'ai présentement mis sur cette compagnie-ci. Donc, le moins 16% ici ne me fait pas peur. Est-ce que ça veut dire que je vais ajouter à ma position? Non, pas du tout. Parce que j'ai déjà atteint le maximum sur ma position présentement. Je ne vais pas en ajouter plus que ça, d'accord? Donc, je vais juste le laisser comme ça, ok? Donc, vous voyez ici qu'on a une entreprise qui a présentement un problème temporaire. Parce que moi, j'appelle ça un problème temporaire. Mais son avantage est qu'il y a un avantage compétitif qui ne peut pas être répliqué aussi facilement. D'accord? Pour que Netflix réplique notre avantage concurrentiel, il faut absolument que Netflix investisse massivement dans son contenu. Or, nous, on a déjà énormément de contenu qui ne demande uniquement à être distribué. Et présentement, nous, on doit construire l'infrastructure pour la distribution. Et pour construire cette infrastructure-là, ça demande de l'argent. D'accord? Ça demande, par exemple, on va prendre des abonnements à AWS pour essayer de louer de l'espace, d'accord, pour pouvoir entreposer notre contenu, d'accord, afin qu'il puisse être accessible facilement sans problème à tout le monde, d'accord. On va essayer de travailler sur la plateforme en elle-même pour qu'elle soit ergonomique, ce genre de choses-là. Mais on n'a pas de problème de contenu, d'accord. On va peut-être faire du marketing, des choses comme ça, ok. Donc, je vais me limiter là pour Warner Bros. Juste pour vous dire on peut faire un tour rapide ici des rapports, des chiffres. Hein. Donc, quand vous regardez les chiffres ici, il faut les regarder de deux façons. Premièrement, il faut regarder le pro forma. Pro forma, ça veut dire que si les deux entreprises étaient combinées avant l'acquisition, voilà ce qu'on allait avoir. Ok? Donc, quand on arrive ici, par exemple, dans le segment studio, vous allez voir que en termes de revenus, vous voyez ici qu'en termes de revenus, au total, sans prendre en considération la segmentation de ces revenus-là, on était à peu près à 10 milliards en 2021. On était à 11 milliards 200 en 2021 et là, on est à 10 milliards 800. D'accord? Donc, soit une perte à peu près de 1%. L'EBITDA ici a baissé d'à peu près 31% ici. Il faut aller regarder pourquoi est-ce que cet EBITDA-là a diminué. Donc, quand on regarde également ici au niveau de la segmentation, on voit que le segment studio, qui est le segment vraiment la production des films, etc., se porte bien, d'accord? On ne gagne pas d'argent, on est à peu près à 4% en supplément ici. Quand on regarde le network segment, dans le segment des chaînes de télé, d'accord, Eurosport, etc., donc c'est essentiellement la pub, la distribution ici, vous voyez que c'est un segment qui a à peu près une croissance de 1%.
D'accord? Mais attention, regardez que le coût du contenu a augmenté ici. Et le coût du contenu a augmenté parce que comment on appelle ça? Les droits sportifs ont augmenté. OK? Donc là, c'est par rapport aux droits sportifs ici. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être amorti avec le temps. Donc, ici, on a la télévision en live. Et est-ce que vous avez déjà regardé un match de football en différé avec autant d'émotions qu'un match de football en live? Je ne pense pas. Donc, le live ne va pas disparaître. Et le live est uniquement sur le sport et les médias. D'accord? Parce qu'ils ont une date de péremption. D'accord? Le sport et les news. Parce que ça a une date de péremption. Très peu parmi vous regardent le journal de la semaine passée. D'accord? Parce qu'on a l'impression que c'est déjà périmé. On doit prendre le journal. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle journal. C'est au jour le jour. OK? Donc, par exemple, quand on regarde le segment Direct to Consumer, qui est le segment par rapport à le segment de streaming ici, on voit qu'il y a une croissance de 4% uniquement. Or, ça devrait être le segment qui a le plus de croissance présentement. Mais là, on est dans une phase de... Je ne dirais pas... On est dans une phase de transformation. OK, là présentement on essaye de remettre tous les services en un seul. Donc présentement on a HBO Max et Discovery+. Or, il faut fonctionner avec un seul service de streaming. D'accord? Netflix n'a pas Netflix Sport, Netflix Kids. Non. Ils ont un seul Netflix dans lequel vous allez retrouver tout ce que vous recherchez. OK? Donc après ça, voilà. Les résultats financiers, moi je suis correct. Ils ont même dégagé des free cash flow ici. Pourtant, moi je ne m'attends pas à ce qu'on ait des free cash flow. Hein. De toutes les façons, c'est une entreprise qui est toujours gérée par rapport au free cash flow, d'accord? Ici, leur but est de générer le plus de free cash flow possible, tout en sachant qu'on doit massivement investir. Donc, l'information positive que vous avez ici sur le nombre d'actions, etc. Donc, quand je fais ma vidéo ici datant du mois de juin ici. Donc, cette vidéo-là, la valorisation de l'entreprise était aux alentours de 34 $ à l'action par rapport aux éléments que je vous ai donnés ici. Et je reste sur cette valorisation-là, d'accord? Si je devais même changer, je dirais que je pourrais faire un ajustement aux alentours de entre 26 et 34 $ à l'action, d'accord? Donc, même à ce niveau-là, je suis assez gentil. Mais maintenant, vous devez savoir que cette entreprise, non seulement elle a la capacité de souffrir, mais elle va souffrir à court terme, moyen terme. Mais quand vous regardez tout un secteur d'activité qui est déprécié, posez-vous les bonnes questions. Donc, comme moi je l'ai dit ici, quand je prends Discovery, vous voyez que si par rapport au free cash flow, si je mets les free cash flow ici de l'entreprise, on va même regarder les bénéfices nets ici, vous allez voir qu'on est assez déprécié ici. D'accord? Si je prends par exemple Disney, vous allez voir que Disney ici, en termes de valorisation, Disney est assez déprécié également. Donc, juste pour préciser une chose, vous n'allez jamais acheter une entreprise de qualité sans souci. D'accord? À la fois, le jour où vous voyez qu'il y a une variation pareille sur une entreprise, qu'une entreprise comme Disney perd du 41%, c'est parce qu'il y a un problème. Et maintenant, à vous de savoir si le problème est temporaire ou durable. D'accord? N'attendez pas acheter une entreprise à un niveau, par exemple, quand vous regardez une compagnie comme Coca-Cola et vous allez vous dire que non, Coca-Cola, il y a une aubaine ici. Non, il n'y a pas d'aubaine sur Coca-Cola. Excusez-moi. Vous n'allez jamais trouver Coca-Cola à ce niveau-ci avec une aubaine. C'est à ce niveau-ci qu'il y a une aubaine. D'accord? C'est quand le prix est bas qu'il y a une aubaine. Par exemple, quand vous regardez une compagnie comme BlackRock, BlackRock est une aubaine présentement. C'est à ce niveau-ci que BlackRock commence à être intéressant et non à ce niveau-ci. D'accord? Donc, quand vous achetez des compagnies, par exemple, Colgate-Palmolive, c'est pas à ce niveau-ci que Colgate-Palmolive devient intéressant. Non, c'est quand Colgate-Palmolive sera peut-être aux alentours de 50 à 60 $ par là. OK? Donc, par exemple, quand vous allez sur LVMH en date d'aujourd'hui pourrait peut-être représenter une opportunité d'investissement. D'accord? C'est à ce niveau-ci que ça représente une opportunité d'investissement et non ici. J'entends souvent des gens dire que ouais, LVMH, on m'a toujours dit que c'est une compagnie qui était chère. Pourtant, c'est une compagnie dont le prix en bourse monte année après année. C'est normal parce que la croissance est là. Les marges augmentent. On ne peut pas réfléchir comme ça en se disant que non, ça va continuer dans le futur. Non, il faut déjà comprendre ce que l'entreprise fait, quelle est la problématique et quelles sont les sources de croissance ici. Parce que la croissance, à un moment donné, va ralentir. Et quand elle va ralentir, on va se retrouver dans les affaires comme PayPal. D'accord? Parce qu'avant, le marché était habitué à une croissance de 40-30%. Maintenant, qu'on lui donne une croissance de 10%, il n'est plus content. Pourtant, c'est toujours de la croissance. OK? Donc, allez-y plus loin que les états financiers ici, d'accord? C'est ce que j'essaie toujours de vous dire. Donc, ça me fait même souvent bizarre de présenter juste des chiffres dans mes vidéos, mais c'est parce que c'est la seule chose que je peux faire rapidement. D'accord? Ça nous permet de faire 50% du travail. Je peux le faire rapidement, mais je ne peux pas aller m'asseoir, lire les rapports financiers d'une entreprise et venir vous la présenter. Je vous assure que je vais faire peut-être une vidéo par semaine. Et encore, une vidéo même par semaine, ça sera beaucoup. D'accord? Peut-être même une vidéo par mois. D'accord? Donc, ici, on présente les résultats, mais après qu'on vous ait présenté les résultats, ça doit susciter le questionnement en vous, peut-être l'intérêt, d'accord? Et après la vidéo, vous allez lire les rapports financiers, d'accord? Toujours,
Toujours, n'investissez jamais ou bien n'achetez jamais une compagnie ou bien ne vendez jamais une compagnie après avoir regardé une de mes vidéos. D'accord? Jamais. La seule chose qu'il faut faire après avoir regardé une de mes vidéos, c'est d'aller lire vos rapports financiers. C'est la seule chose. D'accord? Maintenant, la décision d'achat ou de vente, ça vous concerne. Si vous gagnez de l'argent parce que vous avez vu une de mes vidéos où je mentionnais qu'une entreprise pourrait être de qualité, si vous avez gagné de l'argent, c'est grâce à vous. Parce que si vous perdez également de l'argent, c'est également grâce à vous. D'accord? Je ne veux pas être tenu responsable par rapport à cela. D'accord? Je suis moi-même un investisseur et c'est la raison pour laquelle je sais pertinemment que les informations que vous trouvez sur Internet, c'est uniquement des informations. Warner Bros. Discovery est une bonne compagnie, selon moi. Mais il y a certaines personnes qui ne veulent pas se retrouver dans ce genre de compagnie-ci, qui sont, entre parenthèses, des turnaround. D'accord? Mais c'est uniquement mon avis. OK? Donc, moi, ici, j'ai la capacité de souffrir. D'accord? Et je recherche également la capacité des entreprises qui ont la capacité de souffrir. Donc, pour Warner Bros. Discovery, on va se dire qu'on a de bons chiffres ici pour les résultats financiers actuels. Donc, on attend la fin d'année afin d'avoir à peu près une coloration, voir s'il y aura les économies ici, voir où est-ce que le management s'en va, etc. Donc, pour le moment, RAS, je pense que le prix continue à être assez intéressant ici. D'accord? On est à 15 $. Donc, la valeur de l'entreprise, pour moi, n'a pas changé. OK? Et j'espère que le prix va continuer à aller plus bas que ça. Peut-être je pourrais rajouter aux environs, par exemple, pour moi, aux environs de... Même maintenant, je pourrais rajouter, mais je ne veux pas le faire parce qu'à la fin de la journée, je pense que mon prix est déjà assez bas. Peut-être qu'à 10 $, je pourrais réfléchir. Dépendamment de la taille de mon portefeuille également, dépendamment du revenu, dépendamment du revenu disponible aux investissements que j'aurai. Mais pour le moment, ici, on est déjà au niveau supérieur. Donc, je pourrais vous dire que Warner Bros. A dépassé 5% de marge, 5% d'allocation du capital c'est le maximum généralement que j'alloue par rapport à un investissement dans une compagnie. Donc, le maximum, c'est 5%. Bon, certaines compagnies peuvent aller à 10%, mais généralement, c'est très rare. Pour Warner Bros., comme je vous l'ai dit, lisez vos rapports financiers. Je continue à penser que dans tout ce secteur, il y a un avantage, il y a une opportunité. Quand vous voyez qu'un secteur est déprécié, c'est là-bas qu'il faut aller. D'accord? Moi, je suis contrarien de nature. Donc, j'aime aller j'aime investir dans des compagnies que les autres fuient. Tout en sachant que je recherche uniquement la qualité. Donc, je cherche uniquement une compagnie qui pourra au moins me garantir une stabilité des marges et des revenus. D'accord? Si le prix de l'action a diminué, c'est pas le prix qui m'intéresse, c'est la valeur qui m'intéresse. OK? Donc, il y a énormément d'entreprises comme ça qui existent. Par exemple, vous allez voir des entreprises comme Polaris. D'accord? Polaris est une belle compagnie. D'accord? Le prix est présentement en berne. Je sais que c'est une entreprise qui s'achète généralement par rapport, les taux d'intérêt auront un effet négatif sur cette compagnie-ci, mais je sais également que c'est une compagnie de croissance. Vous allez voir des compagnies comme, on en a parlé dernièrement, MBUU, Malibu Boats. Je sais pertinemment ici que les taux d'intérêt auront un effet négatif sur la compagnie, mais c'est durable parce que le marché est là. Donc, je vais me limiter ici. Sinon, on va parler toute la journée. D'accord? Donc, c'était juste un commentaire comme ça par rapport aux résultats de Warner Bros. Donc, si vous devez retenir une chose, ne vendez pas vos compagnies parce que les résultats financiers sont sortis. Analysez les résultats financiers et posez-vous la question par rapport à vos hypothèses de départ. Est-ce la feuille de route est toujours respectée? C'est tout. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.